Te voilà, tu veux entrer au prestigieux FBI et, après des mois d'entretien, d'épreuves physiques et d'examens psychologiques, tu reçois enfin le message. Bienvenue à Quantico, le centre de formation du FBI. Mais ce n'est pas ce que tu attendais. Ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'au sein du FBI, il y a une hiérarchie quasi militaire. Peu importe que tu aies été le meilleur de ta classe, si tu possèdes un master en criminologie ou si tu as suivi un entraînement avec des marines. Ici, tu commences à partir de zéro. Ce que l'on te montre dans les films, les interrogatoires, les courses-poursuites et les armes à feu n'est qu'une mince couche superficielle. Derrière le mythe, il existe une machinerie bureaucratique qui ne tolère aucune erreur, où l'uniforme et l'insigne ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Et avant tout cela, il y a toi, une recrue fraîchement acceptée à l'académie. Tu ne fais pas encore partie du FBI, tu n'as pas encore de plaque ni de fonction. Tu es simplement un candidat sur le point d'être broyé par le filtre le plus exigeant du système fédéral. Tu croyais que tous étaient des agents spéciaux, mais il y a plus de 10 grades derrière le FBI que presque personne ne connaît. Dès le tout premier jour, il est absolument clair. Ici, on ne forme pas n'importe quel candidat. Il ne s'agit pas d'apprendre à tirer, il s'agit de savoir quand ne pas le faire. On t'apprend à lire les micro-expressions, à analyser les schémas et à maintenir ton calme face à un agresseur, mais aussi face à un enfant qui pleure et que tu ne peux pas consoler. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'attraper des criminels, il s'agit de décider qui ment, qui manipule et qui peut mourir en une seconde si tu te trompes. Mais tu es déterminé et tu veux atteindre le plus haut niveau dans cette organisation. Les instructeurs sont d'anciens agents infiltrés, des interrogateurs d'élite, des experts en contre-terrorisme qui ont vécu ce que toi seul as lu dans des rapports classifiés. Les journées débutent avant le lever du soleil et se terminent quand tes muscles te lâchent ou que ton esprit abandonne. L'entraînement physique est brutal, mais ce n'est que le début. Le plus épuisant se passe en classe, dans les simulateurs de prise de décision, dans les exercices conçus pour ébranler ton jugement. On évalue chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu choisis, chaque impulsion que tu réprimes. Il n'y a pas de marge pour l'erreur. Une mauvaise décision dans une simulation peut signifier ton expulsion. D'ici sont partis des ex-marines, des avocats de Harvard et même des vétérans décorés. Car être simplement brillant ne suffit pas. Il faut être absolument fiable, rapide et précis. Tout cela en même temps. La nuit, certains dorment mal, d'autres pleurent en silence. Personne n'en parle, mais tout le monde le sait. Contrairement à l'armée, ici, tu ne te bats pas contre les autres. Tu te bats contre toi-même, contre la peur de ne pas être à la hauteur, contre le poids de savoir que si tu passes, il se pourrait qu'un jour tu doives viser pour tuer et le faire correctement. Le FBI ne te veut pas pour ce que tu sais, mais plutôt pour la façon dont tu prends des décisions quand personne d'autre n'est capable de le faire. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu t'entraînes, tu es déjà sous surveillance. Tes instructeurs rapportent chaque erreur, chaque amélioration, chaque instant d'hésitation. Et quand tu as enfin terminé, quand tu crois que l'enfer est enfin terminé, on t'appelle dans une pièce sans fenêtre. Là, dans une enveloppe opaque, on te remet tes pièces d'identité et ton arme. Et pour la toute première fois, ton insigne. Maintenant, tu es un agent spécial du FBI, mais ne t'y trompe pas, le plus difficile commence après. Quand tu arrives à ton tout premier bureau de terrain, tu découvres que tu ne représentes pas encore grand-chose. Tu ne choisis pas tes dossiers ni tes coéquipiers. On t'assigne un dossier, un bureau partagé et une liste de tâches qui ne ressemblent pas aux missions héroïques que tu imaginais à Quantico. Ton travail, c'est le terrain, la surveillance, les interrogatoires, les arrestations, l'analyse des preuves, les entretiens avec les témoins. Un jour, vous suivez un escroc numérique. Le lendemain, vous interrogez un suspect de traite humaine. Et au milieu de tout ça, des rapports, beaucoup de rapports, car ici, tout est consigné par écrit. Ce poste est celui de l'agent en costume typique que l'on voit dans les films, mais en réalité, ce n'est que le bas de l'échelle. Les vrais dirigeants du FBI ne sont pas sur le terrain, ils tirent dans les ficelles depuis Washington. Et avec le temps et l'expérience, on commence à comprendre un peu le fonctionnement de tout le système. Un système où chaque étape peut prendre des années et où un seul individu parvient au sommet, le directeur du FBI. Pourtant, tu ne baisses jamais les bras, malgré le fait de te sentir souvent frustré, car lorsque tu fais les choses correctement, personne ne le remarque. Mais si tu échoues, si un simple mot dans ton rapport est ambigu, ou si une décision a été prise trop hâtivement, l'affaire entière s'effondre. Le procureur exerce une forte pression sur toi et le bureau te tient entièrement responsable sans la moindre hésitation. Certains agents deviennent obsédés par leurs affaires, tandis que d'autres s'épuisent avant même la fin de la première année. Ceux qui persévèrent apprennent une chose fondamentale. Les arrestations ne résolvent pas tout. Parfois, la plus grande réussite consiste à empêcher qu'un événement ne se produise, même si cela ne fait jamais la une des journaux. Mais si vous tenez bon, si vous parvenez à garder la tête froide au milieu de la bureaucratie, de la rue, de la politique et d'une pression constante, alors quelque chose commence à changer. On vous accorde plus d'espace, on vous consulte plus fréquemment, on fait confiance à votre jugement et sans que vous vous en rendiez compte, d'autres commencent à suivre votre exemple.
C'est le premier signe, le tout premier pas vers quelque chose de plus grand. Ce qui vient après, ce n'est plus seulement une affaire d'exécution. Maintenant, une nouvelle étape commence où tu devras apprendre à diriger sous pression. Cette progression est à peine perceptible. Vous accédez au grade d'agent spécial senior, mais il n'y a ni cérémonie officielle, ni remise d'insigne. Cela se produit tout simplement. Un matin, tu remarques qu'on ne t'assigne plus à d'autres agents. Maintenant, ce sont les agents qui te sont assignés. On ne te donne plus d'ordre direct avant d'intervenir. On te consulte, on t'appelle quand il y a des doutes, et quand une nouvelle recrue franchit pour la première fois l'entrée du bureau, c'est toi qui l'accompagne pour sa première opération d'infiltration. C'est ça, être un agent spécial principal. Ce n'est pas une promotion officielle, mais le changement, on le ressent. Plus de 5 ans passés sur le terrain, en opération réelle, t'ont donné quelque chose qu'on n'enseigne pas à Quantico. Un véritable jugement opérationnel. Et ça, au sein même du FBI, ça vaut plus que n'importe quelle médaille. Tu connais les procédures par cœur. Il a témoigné devant des juges fédéraux dans des affaires de terrorisme intérieur. Tu as interrogé des membres de cartels qui ont tenté de te manipuler avec des détails intimes de ta vie, tirés des réseaux sociaux. Et tu as participé à des opérations où la cible disparaissait en quelques secondes et quelqu'un était blessé. Tu as commis des erreurs, comme entrer 2 secondes avant que l'équipe du SWAT ne sécurise le périmètre et te retrouver avec une fracture qui te gêne encore chaque hiver. Mais tu es toujours là parce que tu as appris à détecter le moment exact où les erreurs les plus graves sont commises. Et c'est maintenant ta principale responsabilité. Tu ne résous plus seulement des affaires. Maintenant, tu empêches les nouveaux de commettre les mêmes erreurs qui t'ont presque coûté la tienne. Personne ne te le dit ouvertement, mais tout le monde le sait. Tu es celui qui se trouve entre le manuel et la réalité du terrain, entre les simulations d'entraînement et les décisions qui se prennent avec de vraies armes en jeu. Et bien que tu continues à aller sur le terrain, tu diriges de plus en plus de petites équipes. Tu planifies des tactiques, tu définis des priorités et tu choisis qui entre en premier. Mais c'est là que beaucoup stagnent, car à partir de ce point, il ne suffit plus d'être le meilleur agent. Maintenant, il faut quelque chose de plus. Une capacité de commandement, la capacité de contenir la panique des autres quand tout échappe à tout contrôle et la disposition à assumer les erreurs d'autrui comme si elles étaient les vôtres, même si cela implique de risquer votre propre vie. Et cette transition, tout le monde n'est pas prêt à la faire, car c'est une chose d'exécuter une mission et c'en est une autre bien différente d'être responsable de chacune d'elles. Tu deviens superviseur d'agents spéciaux. À ce stade, tu ne cours plus après les suspects. L'adrénaline du terrain cède la place à une autre forme de pression, celle de diriger et d'organiser des missions. En tant que superviseur d'agents spéciaux, vous êtes à la tête d'une véritable unité. Crime organisé, antiterrorisme, délits financiers, cybersécurité. Chaque groupe a son propre code interne et c'est vous qui le faites fonctionner. Votre bureau était dans un cabinet isolé, avec une porte. C'est à partir de là que tu décides quel dossier mérite des ressources, qui doit s'infiltrer, qui doit aller sur le terrain et qui tu dois absolument freiner avant qu'il ne précipite le FBI dans un scandale national. En 2001, bien avant les tragiques attentats du 11 septembre, une unité du FBI basée à Phoenix avait alerté sur le fait que plusieurs ressortissants étrangers prenaient des cours de pilotage sans manifester le moindre intérêt pour l'atterrissage. Ce rapport fut transmis, mais il se retrouva malheureusement enseveli dans la hiérarchie. Le superviseur de cette division porte encore aujourd'hui le lourd fardeau de cette omission. Ici, une erreur se mesure en de véritables explosions, des gros titres et des auditions devant le Congrès. Il ne s'agit plus d'être le meilleur agent, il s'agit de protéger ceux que vous dirigez sans perdre le contrôle et sans que votre voix ne tremble quand quelque chose va mal. Et si vous faites bien votre travail, si vous parvenez à faire fonctionner votre équipe sous pression, il se peut que quelqu'un d'en haut commence à prononcer votre nom dans une autre catégorie, cadre régional. Et c'est ainsi que vous accédez au poste de sous-directeur de bureau. Très peu de gens arrivent ici. Jusqu'à présent, tu avais cru que le FBI avait pour mission d'arrêter les méchants, mais maintenant tu commences à comprendre que son rôle est aussi d'empêcher certaines vérités de se révéler au grand jour. Tu es maintenant le second aux commandes de toute une agence de terrain. Et si cette agence est d'une grande envergure, comme à New York, Los Angeles ou Chicago, ta signature peut déplacer des dizaines d'agents, libérer des ressources ou geler des enquêtes entières. Un informateur clé est découvert mort 2 jours avant de rendre son témoignage. Un agent ouvre le feu lors d'une arrestation qui n'avait pas été autorisée. Un journaliste parvient à obtenir l'accès à une fuite d'informations sensibles et vous êtes en plein milieu de tout ça, recevant des appels de Washington qui ne vous parviennent pas par les canaux officiels, mais plutôt par des numéros inconnus. En 2016, la gestion de l'affaire Hillary Clinton a profondément secoué la structure du bureau. Il y a eu des enquêtes internes, des tensions politiques et des fuites d'informations. Les décisions ne se prenaient non pas dans les tribunaux, elles se prenaient dans des bureaux comme le vôtre. Certaines carrières ont connu un essor grâce à cette affaire, tandis que d'autres se sont éteintes à tout jamais.
Tu te trouves au point d'équilibre exact entre ce que le FBI souhaite absolument révéler et ce qu'il désire ardemment dissimuler. Et si tu parviens à y survivre, si tu réussis à garder ton équipe, à contenir la presse et à livrer des résultats sans marcher sur les mauvaises personnes, alors oui, on t'appellera peut-être à Washington. Mais souviens-toi de ceci. Ceux qui montent trop vite au FBI tombent rarement en douceur. Tu t'es habitué à ce que quelqu'un te couvre, à ce qu'il y ait une voix au-dessus de la tienne, quelqu'un qui signe avant toi, quelqu'un qui assume ce que tu exécutais. Mais en tant que commandant régional, cette figure disparaît. Maintenant, cette voix, c'est la tienne. Avant, tu pensais connaître le jeu, mais non, tu n'en avais vu qu'une partie. D'ici, du haut d'un bureau de terrain, le tableau est complet et bien plus sale. Tu es le FBI de ta ville, littéralement. Si un parquet veut quelque chose, c'est toi qui l'appelles. Si une unité de renseignement a besoin d'accès, elle négocie avec toi. Si un sénateur se présente pour demander des résultats, il doit t'écouter avant de s'exprimer dans les médias. Et dans ce contexte, tu décides quel type de bureau tu vas construire. Certains transforment leur bureau en centre de contre-espionnage. D'autres priorisent le crime organisé. Certains appliquent la main dure contre la corruption politique et d'autres évitent simplement de déranger les puissants. Vous avez un budget et vous avez des agents. Vous avez le contrôle des priorités. Vous pouvez faire taire des enquêtes internes ou ouvrir de nouvelles pistes contre une menace que Washington ne surveille pas. La marge de manœuvre est réelle. À Los Angeles, pendant la guerre contre le crack dans les années 90, le commandant régional a décidé d'ignorer les instructions de Washington et a lancé une vaste opération secrète contre des trafiquants ayant des liens avec la police. Ils se sont infiltrés dans des quartiers entiers, ont brisé des structures qui avaient dit l'envie durer des décennies et, finalement, il a été démis de ses fonctions. La raison officielle, un manque d'alignement stratégique. Mais la réalité est que cela a dérangé des gens puissants et a mis en lumière ce qui devait rester enfoui. Tu l'as appris trop tard. Le commandant donne les ordres, mais seulement tant qu'il ne fait pas de vagues dans la mauvaise direction. Et pourtant, ce poste offre quelque chose qu'aucun autre ne propose. Vous pouvez façonner le FBI depuis la base, créer une culture opérationnelle, former des agents et définir ce qui est investigué et comment. Ce que vous faites ici peut marquer toute une génération. Mais si vous voulez continuer à progresser, vous devez laisser votre empreinte sans laisser de traces, car ce qui vient maintenant ne se mesure plus en affaires classées ni en criminels arrêtés. Vous allez maintenant coordonner des bureaux, élaborer des plans nationaux et commencer à parler le langage des directeurs. On vous appelle à Washington. La première fois que vous y pénétrez, quelque chose change. Personne n'est armé, personne ne crie. Ici, on élabore des politiques qui déterminent comment les criminels seront appréhendés dans l'ensemble du pays. Vous êtes maintenant sous-directeur opérationnel national et cela signifie que vous avez franchi une frontière invisible. Vous ne représentez plus une simple entité. Vous coordonnerez désormais de multiples divisions ou régions. Mais le plus frappant, ce n'est pas l'ampleur, c'est la distance. Tu ne connais plus les agents qui exécutent tes ordres. Tu ignores leur nom et ne vois plus leur visage. Tu ne fais que consulter des données, des rapports et des statistiques. Ce qui était autrefois une décision concernant une opération en cours est maintenant une directive qui affectera des centaines de dossiers simultanément. Et chaque signature de ta part peut faire bouger des millions de dollars ou réduire au silence une unité entière. Certains s'adaptent rapidement, commencent à parler comme des hommes politiques, apprennent à répondre sans jamais rien dire, à négocier avec les autres départements et à participer à des dîners où ce qui est en jeu n'est pas une vie, mais plutôt un budget de plusieurs millions de dollars. Pendant le mandat de l'un des sous-directeurs de la division du contre-espionnage, il fut découvert qu'un agent double avait divulgué des informations à des puissances étrangères pendant plus d'une décennie. Quand le scandale éclata, non seulement le traître tomba, mais toute la chaîne qui avait permis que cela se produise sans être détecté s'effondra. Et parmi eux, le sous-directeur qui avait signé les protocoles de sécurité. Vous êtes dans l'antichambre des véritables centres de décision. Ici, plus que de discuter de ce qu'il faut faire, on discute de la manière de présenter ce qui a déjà été fait. Et si vous croyez encore en la mission, si vous ne vous êtes pas perdu dans les couloirs sans fenêtres du Hoover Building, alors vous saurez que la prochaine étape n'est pas seulement un autre grade, c'est la frontière entre l'institutionnel et le politique. Vous arrivez à un point où plus personne ne vous appelle agent. En fait, si quelqu'un dans votre bureau prononce ce mot, il ne fait probablement pas référence à vous, mais à ceux qui sont encore sur le terrain. Ici, dans les étages supérieurs du Hoover Building, le FBI ne se déplace plus avec des armes ou des gilets pare-balles. Il se déplace avec des rapports classifiés, des contacts interdépartementaux et un accès à des informations que même les sénateurs ignorent. Ce que vous ignoriez, c'est qu'en atteignant ces postes, directeur adjoint, cadre dirigeant, sous-directeur adjoint, vous êtes intégré à une liste interne d'interlocuteurs institutionnels, c'est-à-dire des personnes autorisées à s'adresser directement à la Maison-Blanche.
Dans la pratique, cela signifie que vos réunions ne sont plus avec des procureurs ni des chefs de police, mais qu'elles ont lieu avec le Conseil de sécurité nationale, la CIA, le Pentagone et, à l'occasion, avec des conseillers du président. Et il y a certaines choses qui ne sont jamais mises par écrit. Au cours de l'enquête menée sur l'attentat d'Oklahoma City, l'un des plus hauts dirigeants du FBI a reçu une consigne informelle de ne surtout pas révéler les moindres détails concernant le type d'explosif utilisé, car cela aurait inévitablement mis en évidence une entreprise sous-traitante ayant des liens étroits avec le gouvernement fédéral. Cette décision ne figure dans aucun rapport officiel, mais elle a donné le ton à tout ce qui a suivi. Dans ces sphères, on gère des listes noires de menaces émergentes. On alloue des fonds secrets, on négocie la surveillance de masse et on décide quel type de terrorisme est prioritaire et lequel ne l'est pas. Il existe une salle à accès restreint où sont conservés des rapports qui ne sont jamais rendus publics, pas même sous ordre judiciaire. Beaucoup d'employés du FBI ne savent pas qu'elle existe et qu'elle est entièrement blindée contre toute forme de fuite électromagnétique. L'accès n'est autorisé qu'avec une double autorisation et un accompagnement interne. C'est là qu'on évalue des sujets qui ne sont jamais discutés au Congrès, certains pas même avec le département de la justice. Et au milieu de tout cela, chacune de vos phrases est analysée. Chaque email peut être déclassifié et chaque pas peut être investigué par le gouvernement même que vous servez. Mais en même temps, si vous savez bien jouer vos cartes, vous pouvez infléchir le cours du pays sans que personne en dehors du bâtiment ne le sache. À ce niveau, l'équilibre des pouvoirs est géré, et le seul qui puisse freiner votre ascension est le directeur du FBI. Mais si jamais il venait à tomber, si le Congrès exerce une pression, si l'administration venait à changer, ce sera à toi qu'il incombera de prendre le contrôle, ne serait-ce que pour une seule journée. Et parfois, une seule journée peut suffire à tout bouleverser. Le poste de directeur du FBI est le seul qui ne s'obtient ni par le mérite, ni par l'ancienneté, ni par le grade. On y parvient par quelque chose de bien plus incertain. Être utile politiquement sans le paraître. Il s'est été nommé directement par le président des États-Unis et confirmé par le Sénat. Son mandat officiel est de 10 ans, mais il est presque jamais respecté. Pourquoi ? Parce que le directeur est trop puissant et en même temps trop difficile à gérer. Il est à la tête de plus de 35 000 collaborateurs. Il contrôle l'accès à des enquêtes susceptibles de briser des carrières politiques et il détient des dossiers sur le terrorisme, les cyberattaques, la corruption et les opérations internationales. Il dispose d'un bureau qui reçoit des résumés quotidiens des services de renseignement, et ce, avant même de nombreux membres du cabinet présidentiel. Mais ne vous y trompez pas, cette fonction, plus qu'une autorité, est un isolement. Edgar Hoover, le premier et le plus redouté directeur du FBI, est resté en poste pendant 48 ans. Il a survécu à 8 présidents, 5 guerres et a bâti un réseau de dossiers secrets sur des politiciens, des artistes, des juges et des hommes d'affaires. Il n'a jamais été destitué car tous savaient que s'il tombait, il les emporterait avec lui. En 2004, le directeur par intérim du FBI, James Comey, a reçu un appel urgent. Le président Bush était sur le point de signer le renouvellement d'un programme secret de surveillance massive, mais il y avait de sérieuses objections légales. Comey s'est précipité à l'hôpital où le procureur général John Ashcroft était sous sédatif après une opération. Il y trouva le chef de cabinet de la Maison-Blanche qui s'efforçait de faire signer à Ashcroft un document illégal. Comey s'interposa dans une chambre d'hôpital à la lumière tamisée. Un ordre présidentiel fut ainsi stoppé. Quelques jours plus tard, le président Bush céda et le programme fut finalement modifié. Dès ce moment, la situation devint parfaitement claire. Peu importe la puissance du pouvoir exécutif, si le directeur du FBI s'oppose, il peut arrêter le président lui-même. Et c'est ce qui définit ce poste. C'est la fonction la plus élevée car la moindre de ses paroles peut reconfigurer la carte politique du pays. Le directeur du FBI est une figure publique qui ne peut s'exprimer librement. Un fonctionnaire fédéral qui doit rendre des comptes à la Maison-Blanche, au Congrès, au peuple et à sa propre histoire. Car s'il commet une erreur, ce n'est pas un simple bureau qui le juge, c'est la nation tout entière. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui, j'en suis sûr, vous plaira énormément.